TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans notre plateau Monsieur Alassane Diallo, juriste en formation, pour discuter sur le thème Le Sénégal à la veille des élections présidentielles 2024. Bonjour Alassane. Bonjour Monsieur Lo. Donc Alassane, voilà, on va rediscuter sur ce thème. Donc déjà dit, le Sénégal à la veille des élections présidentielles de 2024. Depuis 2016, le Sénégal s'est doté d'une réforme constitutionnelle qui semble régler la question de la durée et du nombre de mandats. Donc l'article 27 est-il un soulagement ou une diversion pour les partisans du président de la République? Voilà, merci M. Lo pour l'invitation d'abord. Voilà, je pense que la question c'est une question d'actualité. Comme vous avez dit, en 2016, à travers la loi 2016-10 du 5 avril 2016, le Sénégal s'est doté d'une réforme constitutionnelle. Une réforme qui a presque revu la majeure partie des lois, des articles plutôt de la Constitution de 2001, dans lesquels nous avons aussi l'article 27, qui dispose que le président est élu pour un mandat de 5 ans et que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs à son alinéa 2. Mais je pense que la question du nombre n'est pas un problème. Parce qu'on n'a fait que reprendre les dispositions de l'ancienne Constitution ou bien les articles qui existaient dans la loi de 2001. Mais avant de faire une interprétation sur le fond donc, de la disposition, est-ce que cette disposition, ou bien cette réforme-là constitutionnelle, est un soulagement ou bien une diversion? Bon, on sait tous qu'au Sénégal, les juristes se permettent parfois de manipuler les textes ou de manipuler même l'opinion publique. Maintenant, la manipulation que nous avons vu faire par les juristes, nous pouvons dire que c'est en quelque sorte, c'est une manipulation que l'on peut dire parce qu'aujourd'hui on voit des constitutionnalistes, certains qui se disent docteurs, d'autres professeurs en droit, mais qui ne parviennent pas à tomber d'accord sur la question. Et pour peut-être un juriste, un juriste en formation peut se dire que c'est une question qui peut être réglée facilement par ces personnes-là. Mais bon, peut-être c'est la guerre de position qui fait de sorte que chacun cherche son intérêt propre pour ne pas interpréter la loi ou l'article comme il se doit. Au lieu d'être un soulagement, on peut dire que ça rend encore les choses plus compliquées pour des citoyens lambda qui ne comprennent pas le droit. Donc pour vous, c'est une diversion? Oui. Mais diversion au sens propre ou bien au sens figuré? Sur le fait que le président de la République, avant 2016, avait promis au Sénégalais qu'il allait faire une réforme constitutionnelle pour régler la question de la durée et du nombre de mandats. Maintenant, la chose sur laquelle on n'est toujours pas tombé d'accord, c'est sur le mandat d'abord. Sur le mandat. On dit que c'est son premier mandat, d'autres disent qu'il est à son second mandat. Donc là, on a un problème. Et un problème qui devait être réglé en principe par les juristes, mais les juristes y compliquent davantage. Mais est-ce que la durée emporte le nombre de mandats? Non, parce qu'on dit en principe, les constitutionnalistes qui disent que les lois constitutionnelles sont d'effet immédiat. Donc, puisque les lois sont d'effet immédiat, on dit qu'une loi d'effet immédiat est une loi qui connaît les situations juridiques en cours. Donc c'est en principe, dès l'instant où la loi elle est votée, elle doit être effective. Donc elle doit concerner, en principe, la situation qui est en cours. Maintenant, en 2016, Macky était à son premier mandat. Donc si l'on se réfère maintenant à ce principe d'effet immédiat, qui est un principe fondateur en droit pénal, mais aussi en droit constitutionnel, comme le disent les constitutionnalistes, on peut supposer toujours que le mandat de 2012 à 2019 devait, en principe, j'ai bien dit devait, parce que j'ai utilisé les conditions, devait en principe faire partie de cette réforme. Donc devait être connu par la réforme. Maintenant, les constitutionnalistes, certains disent que ce n'est pas le cas, d'autres disent que c'est le cas, en faisant même une analogie avec la situation Wade. Mais moi, j'ai dit même, pas en tant que juriste, mais on sait tous que l'analogie n'est pas possible en ces deux situations. Mais quand vous ne parlez pas en tant que juriste, vous parlez peut-être en tant qu'apprenti juriste. Oui. Moi j'ai dit, même le citoyen lambda sait que la situation de Macky Sall et la situation de Wade ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'avec Wade, on avait une disposition transitoire. Wade est venu 1 an après, il y a eu une réforme, la loi de 2001. Et dans cette loi-là, il y a une réserve. Donc il y a une disposition transitoire qui faisait de sorte que le premier mandat de 2001 à 2007 en fait n'en faisait pas partie. Donc on peut dire que Wade était à son premier mandat à 2012 et donc qu'il pouvait prétendre juridiquement à un second mandat, contrairement à ce que pensent les autres qui disaient qu'il était à sa 3e candidature. Voilà. Mais pour Macky, on n'a pas vu en tout cas de disposition transitoire. On pouvait considérer donc que les deux situations ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que Macky Sall n'a pas le droit à prétendre donc un autre mandat. Oui, c'est mon avis. Mais aussi, il faut me fonder sur le droit, pas mon avis personnel, mais en tant qu'apprenti. Je dis que Macky n'a pas
pas un troisième mandat, mais à une troisième candidature. Parce que D'accord. parfois on fait l'amalgame entre candidature et mandat. D'accord. Donc si on accepte son mandat, donc on pourrait accepter sa candidature. Mais si c'est la candidature qui n'est pas acceptée, quelqu'un qui n'est pas être candidat, il ne peut pas prétendre à un troisième mandat. Troisième mandat. D'accord. Toujours, hein, Oui. toujours des paroles qui changent, des interprétations arbitraires et laconiques des dispositions de l'article 27 de la Constitution. Alors, le professeur ministre, je veux dire Ismaël Madior Fall, qui a dit que les dispositions de l'article 27 ne laissent place à aucune interprétation. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, dans le principe, oui, parce que c'est des termes qui sont très clairs. Et il a même dit lui, ces termes. Il a dit nul. Et nul, c'est la négation. Et quand on dit nul, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de contraire. Donc nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Les nuls disent qui? Voilà. Mais nul, c'est le président. Parce qu'on dit le mandat du président est de 5 ans. Donc nul, c'est celui qui a un mandat, qui a un deuxième mandat, donc il ne peut pas prétendre à un troisième mandat. Donc celui qui dispose du mandat, c'est à celui que s'adresse cette alinéa 2. Et c'est même Ismaël Madior, j'ai entendu, je l'ai regardé à la télé, récemment quand il faisait bon, ils ont prétendu en tout cas défendre la candidature de Macky Sall pour 2024. Il a dit, il a parlé sans parler du texte. Donc, il a dit que si Macky Sall parvient à vendre 2 millions de cartes, on pourrait comprendre ici qu'il y a la légitimité populaire. Il n'a pas parlé de l'égalité, mais il a parlé de légitimité populaire. Donc on voit que lui-même est en train, en quelque sorte, de fuir ce texte. Je ne dis pas que ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est faux. Parce que lui, c'est un professeur, moi je suis un étudiant. Mais si l'on voit la dynamique sur laquelle Mais un professeur qui ne respecte plus ses paroles d'avant. Oui, mais les problèmes de subjectivité aussi. Mais il faut aussi faire la différence entre Le professeur et le politicien. l'homme politique. Voilà. Donc, ici, quand il est politicien, on voit parfois qu'il manque d'objectivité. Les docteurs, les professeurs, quand ils parlent en tant que politicien, en tant que partisan d'un candidat, Donc il le perd professeur, d'objectivité. c'est l'esclave de la science, alors que l'homme d'État porte le fardeau de ses promesses. D'avocat du président, tout simplement. Avocat du président. Voilà. D'accord, comme vous le dites. On défend son candidat, son client. L'essentiel, c'est qu'il ait gain de cause. L'essentiel pour eux, c'est que Macky ait un troisième Ok, mandat. merci beaucoup. Toujours aussi, le troisième mandat pour certains et le deuxième pour d'autres. Oui. Ce qui nous laisse à faire une interprétation. Voilà, constitue la source et la situation tendue du Sénégal. Est-ce légitime de lutter contre cet éventuel nouveau mandat du président Macky Sall? Moi, je vois aussi, avant de venir même sur la question, que l'on interprète parfois la loi selon sa lettre. Mais aussi, il faudrait retourner à l'esprit de la loi. Parce que la loi, il a la lettre de la loi, mais il y a l'esprit de la loi. Maintenant, le législateur, en faisant Mais quelle est la différence voilà. entre la lettre et l'esprit? Ça, la lettre, c'est ce que l'on voit, ce qui est écrit, littéralement. Donc, c'est que l'on peut lire. Mais l'esprit, c'est l'intention qui se cache derrière ces mots-là. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ces nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Le président a dit qu'il allait réduire le mandat à 5 ans, qui était de 7 ans. Qui était de 5 ans, ramener à 7 ans par vote. Lui, il ramène ça à 5 ans. On a dit qu'il a verrouillé, mais ça, c'est juste un leurre. Parce qu'en droit, on sait tout ce qu'il y a la possibilité d'abroger. Et quand on abroge cet article-là, on peut le remplacer plutôt par un autre article qui ramènera le mandat à 7 ans. Donc là, c'est un leurre. Mais ici, si l'on se retrouve sur l'intention, pourquoi le législateur a fait cette réforme-là? Pourquoi il y a cette réforme? Est-ce que c'est pour lutter de manière pleine et définitive de cette situation de troisième mandat, ou est-ce que c'était juste pour tenir une promesse sans pour autant la tenir pour de vrai? Mais pour parler donc de l'esprit de la Constitution, ou bien de l'esprit de la réforme constitutionnelle, il va falloir replonger donc sur le contexte de cette réforme-là. Et que le contexte, c'était avant 2012, le cas de Wade. Qu'est-ce que voulait Wade? Wade voulait une troisième candidature. Pour Troisième certains. candidature. Pour certains. Pour certains. Surtout pour le président actuel qui était dans Et que Macky Sall, qui était candidat. Macky Sall, qu'est-ce qu'il a voulu proposer aux Sénégalais? Il avait promis que cette situation ne se reproduirait plus. Il va verrouiller la Voilà, Constitution. donc, puisqu'il n'y aurait pas de troisième candidature pour peu importe le président, il n'y aurait pas de troisième candidature. D'où la clause d'éternité. Voilà. Mais cette clause-là, c'est juste des leurres, quoi. Voilà. C'est un leurre pour vous en fait. D'accord. On va continuer toujours. Qui parle du Sénégal actuellement pense forcément de son homme fort. Et Ousmane Sonko et son parti PASTEF. Comment vous expliquez ce nouveau personnage perçu comme le futur, voilà, sauveur en tout cas du Sénégal? Nous avons vu, on peut dire que nous avons vu un nouveau type d'homme politique. Donc, entre guillemets, un nouveau type d'homme politique qui incarne le nationalisme, qui incarne aussi le panafricanisme. On peut voir qu'on a vu un renouveau ou un nouveau Thomas Sankara ou autre. Bon, c'est selon son discours et peut-être la posture qu'il a prise par rapport
au régime qui était là ou au régime qui est là. Parce qu'il a dit qu'il veut une rupture radicale entre l'ancien système. Donc, selon lui, il veut amener un nouveau système. Donc, qui ne soit pas corrompu, un système qui soit transparent, qui soit une gouvernance qui soit sobre et vertueuse, comme disent Macky Sall. Mais qu'est-ce que vous dites que Sonko va instaurer donc ce système-là? C'est pourquoi j'ai dit selon lui. Donc, c'est selon lui. Il y aura changement de système. Donc, on aura des politiciens qui seront là pour le peuple et qui parleront aussi au nom du peuple. Des politiciens qui ne seront pas là pour leur intérêt personnel, parce que lui, il pense que ceux qui sont là ne sont Qu'est-ce là. Qu'est-ce qui a donné à Sonko donc toute cette force-là? Bon, nous savons tous que c'est un ancien fonctionnaire. Il était fonctionnaire, il est dans le système, on peut dire ainsi, parce que travailler aux impôts et domaines, c'est être superviseur des budgets du Sénégal. Macky Sall aussi était un fonctionnaire. Macky a fait, le parcours de Macky n'est pas le même que celui des autres. On peut dire que Macky a plus pratiqué l'État que les autres, que Sonko, que Wade, parce qu'il est passé de l'Assemblée nationale à des ministères, au Premier ministre, à la primature, avant d'être président. Donc lui, il a pratiqué l'État du Sénégal pendant pratiquement 7 ans avant d'être président. Mais aussi, il est le président que personne n'a vu venir. Oui, bah, mais parce que, vous savez, le Sénégalais, il est parfois compatissant, on va dire ainsi. Parce que Macky s'était victimisé et les Sénégalais se sont rangés de son côté, disant que Wade n'avait pas droit à une troisième candidature. Et puisque le service c'était Macky, donc il fallait voter Macky. Pourquoi on a voté Macky Sall en 2012? Comme j'ai dit, parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Il n'y avait pas d'autre issue. Selon Wade, pourquoi en 2024, Inch'Allah, on doit voter pour quelqu'un? Point d'interrogation. Pourquoi on doit voter pour quelqu'un? Voilà. Moi, je pense que le vote est avant tout une question d'objectivité. Je vote pour une personne parce que je pense intérieurement qu'il va changer les choses. Mais pas parce que je vote pour une personne parce qu'il m'appelle tout simplement. Peu importe ce qu'il fera, je m'en fous. On ne vote pas pour la personne, on vote pour l'avenir d'un peuple. On vote pour l'avenir d'un pays. Maintenant, si certains considèrent que Sonko, par exemple, incarne cet avenir-là, pourquoi ne pas voter pour lui? Si c'est Abdourahmane Diouf, par exemple, qui incarne ou Pape Djibril, pourquoi pas ne pas voter pour lui? Et si c'est Macky aussi, même s'il faut piétiner les lois, pourquoi pas pour le cause d'intérêt général? Je pense qu'il faut voter quelqu'un pour l'intérêt général. On ne vote pas une personne parce qu'il nous plaît ou parce qu'on n'aime pas son adversaire. Non. On élit quelqu'un pour qu'il puisse apporter un changement. Et donc le vote est toujours une question d'objectivité. Sonko qui veut devenir président de la République, Inch'Allah. Donc pourtant, il a à son actif un procès contre Adji Sarr. Voilà, un procès qui crée beaucoup de bruit au Sénégal. Pourquoi et comment on est arrivé à ce stade-là? Bon, la politique toujours, parce qu'au Sénégal... Pensez-vous que ce procès est purement politique? Je n'ai pas dit cela, mais j'ai dit d'abord la politique. Parce qu'au Sénégal, à chaque veille d'élection ou au chaque lendemain d'élection, on se prépare à une nouvelle élection. Cette élection terminée, on se prépare encore à une autre élection. Donc on est en perpétuelle préparation d'élection. Et pour se préparer, il faut d'abord, il faut se frayer un chemin. Et maintenant, pour se frayer un chemin, certains disent que le président qui est là, il élimine tous ceux qui peuvent constituer en tout cas une épine pour lui, y compris Sonko. C'est pourquoi certains considèrent que c'est un procès politique. Mais si l'on retourne à l'origine de ce procès-là, c'est deux citoyens lambda. Mais comment on peut parler d'un procès politique alors que la personne mise en cause a violé une personne? Voilà, est supposé. Parce qu'aussi, on mais peut qu'en pas... est-il au droit de Adji Sarr? Voilà, même si Adji Sarr a des droits, mais Sonko bénéficie du principe de la présomption d'innocence. Mais il peut prétendre aussi ses droits devant les juridictions impartiales. Mais il n'est toujours pas coupable. On ne peut pas dire que Sonko a fait. Il est présumé violeur. Maintenant, ici, si nous en venons, c'est un fait qui touche les mœurs. On sait tous que le viol, la pédophilie, les choses qui touchent en tout cas au sexe ou aux mœurs sont aujourd'hui davantage de plus en plus criminalisées, mais les peines sont doublées parfois, voire triplées. Sont beaucoup plus sévères. Surtout avec la question des viols, parce que les féministes ont porté ce combat suite avec l'association des femmes juristes. Le viol qui était un délit qui devient un crime. C'est tout ce que le crime, c'est qu'il emporte. Donc il y a d'abord la sévérité de la peine, aussi les amendes, les pénalités qui peuvent intervenir. Mais dans le cas d'espèce, comme j'ai dit, c'est deux citoyens lambda, donc qui étaient quelque part, peut-être, on ne sait pas ce qu'ils faisaient. Donc le procès vient de là. Il y a eu un citoyen qui avait le droit d'être en justice, qui a été en justice pour viol, l'autre qui a le droit de se défendre. Donc je pense que c'est tout à fait normal, mais on ne devait pas plutôt en arriver là. Bon, peut-être c'est parce que le mise en cause est un politique et est un potentiel président ou un adversaire
du régime en place. C'est la raison pour laquelle le procès a pris cette tournure-là. Mais dans un état de droit, dans un état sérieux, on devait dépasser ce procès-là et passer à autre chose. Et qu'est-ce qui justifie la décision donc, du juge d'instruction de renvoyer Ousmane Sonko devant la chambre d'accusation, dans la chambre criminelle? Bon, le juge d'instruction, il fait ses bons d'office d'enquête avec tous ses collaborateurs. Maintenant, après ces enquêtes, s'il juge qu'il y a des éléments suffisants pour incriminer la personne ou bien pour amener la personne au procès, il donne une ordonnance de renvoi. Pensez-vous qu'il y a des éléments suffisants? Bon, en tout cas, c'est ce que dit le droit. S'il n'y a pas d'éléments suffisants, le juge d'instruction n'a pas intérêt à renvoyer Ousmane Sonko. Mais les dispositions dont vous faites référence parlent de si le juge estime que les faits en question constituent un crime. Voilà. S'il y a des éléments suffisants qui peuvent prétendre qu'il y a une infraction. C'est à ce moment-là que le juge doit donner une ordonnance de renvoi. Mais au cas échéant, il devait en principe une ordonnance de non-lieu. Maintenant, peut-être qu'il a les éléments suffisants. Est-ce que cette décision est bien motivée? Bon, motivée, je ne dirais pas. Mais au sein qu'en droit, les preuves les plus fiables, en tout cas, sont les preuves écrites. Et quand on parle de viol, on parle de pénétration. Au moins, un acte de pénétration qui existe ici ou une tentative. Et en droit pénal, nous sommes en droit pénal. Et qu'en droit pénal, on parle de liberté de preuve. Ouais, mais c'est ça. Mais quand on parle de viol, et qu'il y a eu une expertise d'un médecin, mais qui donne après un certificat médical. Mais il n'y a pas de contre-expertise. Ouais, mais pourquoi ne pas faire la contre-expertise et peut-être ça, on verra. Peut-être qu'on va attendre au procès pour... Mais je pense que si les juges étaient intéressés par cette preuve-là, ils allaient peut-être creuser davantage. Peut-être ils ont douté de la bonne foi du docteur, du médecin. Je ne sais pas, parce qu'ils ont douté de sa bonne foi. Mais les docteurs, on sait tous comme les juristes, ils ont juré donc, de remplir leur fonction fidèlement. Donc peut-être si on est arrivé jusque-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu confiance à ce certificat médical-là. Et on dit souvent qu'il y a d'autres éléments même qui pouvaient aider à blanchir Sonko, mais des éléments qui n'ont pas été pris en compte par le rapport de la gendarmerie. Voilà, tout cela, donc qui n'ont pas été pris en compte par la... Et qu'est-ce que vous dites que ces rapports-là, ou bien ces éléments-là ne sont pas pris en compte? Bon, s'ils étaient pris en compte, normalement, on devait avoir une ordonnance de renvoi. S'ils sont certifiés... Il y a une ordonnance de renvoi? Non, plutôt une ordonnance de non-lieu, je voulais dire. Si il est certifié que le certificat médical est valable, donc c'est un certificat médical en tout cas qui peut donner toutes les garanties qui s'y est, et que le rapport dont vous parlez aussi donne toutes ces garanties-là, pourquoi retenir la personne? Si ces rapports-là ou si ces documents-là ne l'incriminent pas. Donc ces documents-là jouent à sa faveur. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a... Je ne parle même pas du procureur ni du président, encore moins du juge d'instruction, mais des ministres, des DG qui sont là, qui s'assalent sur la personne de Sonko. Je ne suis pas pour Sonko ni pour Macky, mais on voit qu'ils s'assalent sur la personne. Et certains même vont jusqu'à parler de certains éléments du dossier. Mais ces personnes-là ne sont pas auxiliaires de la justice. C'est ça la question. Mais parfois, ils parlent même du dossier. Mais est-ce que ces personnes-là sont tenues par le secret de l'instruction? Ils ne sont pas. L'instruction a été bouclée. Voilà. Mais s'ils ont eu ces informations-là, c'est parce qu'il y a quelque part où ça n'a pas marché. Donc, ils ont eu les informations. Si c'est à travers un avocat, une personne qui est incriminée ou peut-être un auxiliaire de justice, mais il ne peut pas avoir ces documents-là de nulle part. Ces informations-là viennent de quelqu'un de l'intérieur, soit de la partie accusatrice, soit de la partie défendresse, ou même de l'organe judiciaire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces éléments-là? Je ne sais pas. Et aussi la violation de cette procédure-là aussi, elle pouvait peut-être jouer en faveur de Sonko, c'est pour dire ainsi, parce qu'il y a des éléments que l'on sort dans le dossier qui ne devaient pas l'être, parce que l'instruction est en principe prescrite. D'accord. Voilà. On a vu une ordonnance donc de renvoi ou bien de mise en accusation, voilà, prise par le juge d'instruction. Mais beaucoup pensaient qu'il allait être accompagné d'une ordonnance de prise de corps. Pourquoi le juge, ou bien est-ce que le juge a le droit de décerner une ordonnance de prise de corps au moment de la décision donc, de l'ordonnance de mise de renvoi? Voilà. Bon, après ordonnance de renvoi, en principe, l'accusé doit être notifié de son droit de se présenter devant le juge pour le procès, parce que là, on va directement au procès. Il y a eu ordonnance de renvoi, donc on va devant la chambre d'accusation pour passer au procès. Maintenant, si l'accusé ne se présente pas
au moment venu, c'est à ce moment seulement que l'on peut décerner cette ordonnance-là. Mais est-ce que, parce que on parlait que l'accusé doit se constituer prisonnier 24 heures avant le procès. Mais est-ce qu'il est nécessaire, vu la situation politique tendue du Sénégal, si Sonko ne se présente pas 24 heures avant le procès, que le juge ait donc décerné une ordonnance de prise de corps? Si l'on va respecter la loi, oui. On a dit qu'il se présente. S'il ne se présente pas, on décerne cette ordonnance-là. Quelles seront ses conséquences? Là, peut-être du point de vue social, il y aura une tension sûrement. Avec cette foule de jeunes qui déferlent derrière la personne de Sonko, avec toutes ces personnes qui l'accompagnent dans le cadre de ce procès-là, on peut dire qu'il y aura en tout cas trouble à l'ordre public ou instabilité dans le pays. Même si on ne doit pas cautionner cela. Dire que parce qu'il y aura des gens derrière Sonko qu'il ne faudrait pas qu'ils respectent la loi ou que l'on respecte la loi, là aussi ça pourrait prétendre à une faiblesse de l'État. Il y a peut-être une maxime qui disait si l'État est faible, qu'il nous écrase, s'il est fort, qu'il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Maintenant, si l'État montre sa faiblesse face à cette situation-là, on n'est pas en sécurité en tout cas dans ce pays-là. Parce qu'à chaque fois qu'une telle situation se présenterait, l'accusé appellera les populations à descendre. Mais s'ils descendent dans la rue, il n'y aura plus de procès. Donc, est-ce qu'on doit piétiner les règles pour sauvegarder la tranquillité publique, ou bien est-ce qu'on doit appliquer la loi, peu importe les conséquences? Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Appliquer la loi ou bien... Moi, je pense qu'il faudrait... Est-ce que le juge doit obtempérer avec tous les pouvoirs qu'il a? Moi, je pense qu'il faudrait que l'on respecte quand même les textes qui régissent notre pays. Parce que si c'est Sonko... Donc le juge doit aller au fond de sa décision. Imaginons qu'il y ait un Sonko à part ou un autre citoyen à part. Le citoyen, quand il ne répond pas, on lui décerne un mandat de prise de corps. Et si Sonko ne répond pas, on dit qu'il ne faudrait pas lui décerner ce mandat-là. Je pense que c'est injuste parce qu'on a un principe d'égalité des citoyens devant la loi. Mais on a vu les partisans de Pastef, voilà, dire que Sonko ne doit pas répondre. Oui, c'est le droit. Ils ont dit que ce qu'ils pensent. Parce que c'est des partisans de Sonko. Ils pensent que Sonko ne doit pas répondre. Pourquoi selon Sonko ne doit pas répondre? Parce qu'il s'il répond, on fera tout pour l'incriminer, pour l'emprisonner. Peut-être qu'il perdra ensuite ses droits civils et politiques, je ne sais pas. Mais quand même... Si l'État trouve une alternative, c'est-à-dire comme le juger par contumace. Contumace. Mais là, il faudrait que l'on passe par exemple, on dit qu'il y a des mandats qu'il faut décerner avant de passer par le jugement par contumace. Parce qu'en matière criminelle, on parle de jugement par contumace et en matière correctionnelle, on parle de jugement par défaut. Le jugement dans lequel la partie est incriminée n'est pas présente. Maintenant, avant de passer à cela, je pense qu'il faudrait que l'on suive la procédure. Parce que lui aussi, il est là. On peut décerner une ordonnance de comparution. S'il ne comparaît pas un mandat d'amener, Sonko n'est pas sorti du pays, donc on décerne un mandat d'amener, on l'amène devant le juge et le procès se passe. Maintenant, si tel n'est pas le cas, si la seule issue c'est de le juger par contumace, pourquoi pas? Mais je pense que ça enlèverait un peu la crédibilité de la décision qui sera prise. Ou bien ça peut-être entacherait le procès. Parce qu'en tout cas, ils ont tenu les Sénégalais en haleine depuis des mois, on va venir jusque-là et voilà, faire certaines choses. Voilà. Ok, maintenant au procès. Est-ce qu'il y aura des conséquences négatives sur la situation politique du Sénégal? Peut-être si nous parlons objectivement, oui. Si Sonko est condamné, il y aura sûrement des émeutes. Moi, je ne parle pas de condamnation. Moi, je parle de la tenue du procès. Est-ce que si l'issue du procès? Un procès parce que les partisans de Sonko ne veulent plus un procès. Mais il ne peut pas y avoir de procès puisqu'il y a eu déjà un renvoi. Qu'est-ce qu'on attend pour ne pas passer un procès? Ou bien qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller à un procès? Si on savait qu'on n'irait pas en procès, pourquoi ne pas décerner une ordonnance? Et qui doit garantir donc ce procès-là? On a l'État qui est là. L'État, ok. Mais on a des forces publiques qui sont là, qui doivent en tout cas défendre tous les citoyens. Et si ce procès-là est une menace pour certains, surtout ceux qui habitent aux alentours du palais de justice, mais il faudrait peut-être déployer les moyens qu'il faudrait pour assurer en tout cas la sécurité de ces citoyens-là. Et aussi juger Sonko comme un citoyen sénégalais. Donc on dit en principe le juge doit être impartial, doit être équitable dans sa décision. Faites-vous confiance à la justice sénégalaise? Je suis appelé à dire oui, mais... Une justice beaucoup plus. Une justice qui est... si tout est normal, on dit que la justice elle est indépendante, mais on sait tous qu'aujourd'hui la justice sénégalaise, elle n'est pas tout à fait indépendante. Je ne dis pas qu'elle n'est pas indépendante, mais cette indépendance-là est parfois à relativiser ou à revoir. Parce que dans certains procès,
on voit, même si on n'est pas dans le dossier, on voit qu'il y a la main de l'État qui est là-dessus. Et ça, c'est pas normal. Et ce qu'il fait, c'est notre système juridique qui est ainsi fait. Parce que si le président siège au Conseil supérieur de la magistrature, si le ministre de la Justice est le vice-président de ce même conseil, et que ces juges-là sont issus de ce conseil-là, sont des membres de ce conseil-là, ça peut en tout cas prêter à confusion. On peut se dire qu'à chaque fois qu'il y a une décision, il y a peut-être la main de l'État qui est là. D'accord, la main de l'État qui est là. Donc nous avons aussi entendu Khalifa Sall dire personne ne peut m'empêcher de devenir candidat en 2024. Alors je répète qu'il fait l'objet d'une condamnation qui l'empêche de devenir candidat entre guillemets. Et pourquoi il a dit ça? Et sur quelle base en fait? Bon, c'est tout. Khalifa a été condamné en août 2018. Et certains parlent de détournement de deniers publics, d'autres parlent d'association de malfaiteurs. Il y a beaucoup en tout cas de chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui, mais en tout cas le détournement a été retenu. Il y a certains chefs d'accusation qui ont été balayés, mais lui il a été jugé et condamné et qui a bénéficié d'une grâce présidentielle. On sait tous que la grâce ne garantit pas. Parce que quelqu'un disait la grâce c'est une honte. Il y a un de ses avocats, un de ses partisans qui disait c'est une honte pour lui. Pourquoi? Parce que Khalifa n'avait pas la grâce n'a pas de conséquences sur le fait que Khalifa Sall pourrait devenir candidat. Mais il avait perdu ses droits civils et politiques après la condamnation. Cette grâce-là n'enlève à rien cette situation. Effectivement. Donc, il est toujours intelligible. Mais est-ce que sans amnistie, Khalifa Sall peut devenir candidat du point de vue politique, bien sûr? Mais du point de vue politique, mais juridiquement, ce n'est pas le cas. On n'en est pas encore là. Sa situation ne lui permet pas d'être candidat. Mais est-ce que politiquement, Khalifa Sall peut devenir candidat? Politiquement, mais il est membre d'un parti. Et il s'est déclaré même candidat. Khalifa l'a dit depuis lors que Yewwi Askan Wi n'était pas un parti, une coalition dans laquelle ils seront jusqu'au présidentiel 2024. Il avait dit ils ont juste un objectif commun. Après avoir atteint cet objectif-là, chacun ira de son côté. Et si par hasard Khalifa finit par être amnistié, de même que Karim, ils seront candidats. Ça, il a déjà dit, il a affirmé sa volonté d'être candidat en 2024. Effectivement, merci beaucoup. Donc, on va parler du cas de Mimi Touré, en fait. Mimi Touré qui n'est plus député au Sénégal. Qu'est-ce que vous en dites? Selon les membres de la mouvance présidentielle, ils ont fait appliquer la loi. Parce qu'aux dispositions de l'article 59 et l'article 60 de la Constitution du Sénégal, avec la réforme de 2016 bien sûr, dans l'article 59, alinéa 3, qui dispose que le mandat du député est de 5 ans. Donc ce mandat ne peut être il ne peut être radié en tout cas de son mandat, sauf s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale. Mais l'article 60 dit que si le député démissionne de son parti, en cours de suffrage, il est immédiatement, l'article a dit immédiatement déchu de son poste de député, il est remplacé et son remplacement est organisé par une loi organique. Mais Mimi Touré qui n'a jamais démissionné. C'est ça la question. La démission, ce n'était pas volontaire en fait. Ils ont dit qu'il y a une démission de fait. Donc pour peut-être. Mais comment on peut parler de démission de fait? Mais c'est ce qui, en tout cas, c'est ce le fait qu'il a été radié du parti. Voilà, en tout cas, ils ont prétendu plutôt les membres de la mouvance présidentielle que Mimi a démissionné, mais sa démission est une démission de fait. Mimi n'a pas présenté une démission disant qu'il avait démissionné plutôt du parti. Donc, maintenant, si Mimi ne démissionne pas du parti, comment est-ce qu'on pourrait en tout cas interpréter cette démission de fait? Là, moi, je ne vois pas en tout cas une démission ici. Maintenant, ils ont peut-être des arguments pour étayer leur opinion, mais je ne sais pas. Mais moi, je considère qu'elle n'a pas plutôt démissionné. Eux, ils ont parlé de démission de fait. Bon, peut-être. Est-ce juridique ou politique? Bon, si on se réfère sur l'article, l'article dit qu'à chaque fois qu'un député démissionne. Le cas, c'est est-ce que Mimi a démissionné ou pas? Peut-être c'est une nouvelle jurisprudence. Peut-être. Bon, on parlera de démission de fait, mais si on laisse passer. Vous dites le droit évolue. Le droit est fluctuant. Le droit a été interprété autrement. Mais si, par exemple, on a l'affaire Mbaye Ndiaye, sous Abdoulaye Wade. On a l'affaire Mimi Touré, donc la jurisprudence Mbaye Ndiaye et la jurisprudence Mimi Touré. Là-bas, c'est peut-être qu'il y avait une démission qui était claire, mais ici, moi je considère qu'il n'y a pas de. Voilà, et c'est pourquoi ils ont parlé de démission de fait. Maintenant, moi je pense que si l'on laisse passer ces genres de choses-là, à chaque fois qu'une personne ne nous enrage plus, même s'il est toujours dans le parti, on va dire qu'il a une démission de fait pour l'enlever de la liste. Et peut-être aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a eu un ballottement à l'Assemblée, même si on voit un retrait
de plus en plus un écart de Wallou, mais on sait tous qu'il y a à peu près les mêmes nombres de sièges entre le pouvoir et l'opposition. Maintenant, si Mimi se retire, ou bien si elle est défavorable au parti au pouvoir, ça pourrait peut-être empêcher à certaines lois de passer. C'est peut-être cette idée qu'ils ont derrière la tête, c'est pourquoi ils ont profité des choses pour l'éliminer de la liste. Pour l'éliminer donc de la liste. Voilà, c'est votre dernier mot. Qu'est-ce que vous allez dire comme dernier mot en fait? Voilà, parce que l'émission est à son terme. Voilà, donc nous vous remercions d'avoir pensé à notre personne. Et je pense que c'est une question qui est d'actualité, qui doit être débattue. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe au Sénégal, mais qui se permettent de donner leur avis, ou bien qui se permettent même de dire que c'est ce qui doit se passer et non ceci, alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe réellement au Sénégal. On est dans un état de droit, on le sait tous, mais aujourd'hui certains sont censés croire que cet état de droit-là, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'exécutif qui s'immisce trop dans les affaires du législatif et du judiciaire. Et on sait tous que au Sénégal, on a le principe de la séparation des pouvoirs. Un principe qui dans la théorie existe, mais qui dans la pratique, en tout cas par illusion, elle n'existe pas à 100%. En tout cas, même si la justice elle est indépendante, c'est une indépendance qui n'est pas totale, qui est partielle. Elle est contrôlée, elle est commandée, et on sait tous que ça c'est pas bien pour notre Sénégal. Et le plus souvent, quand on a des procès qui touchent à un homme politique, on qualifie ces procédés politiques, il y a toujours piétement du droit. Donc c'est des citoyens, on doit respecter leur droit de défense. Ils ont le droit plutôt à certains principes qui sont là, comme le principe de la présomption d'innocence. Sonko n'est pas un violeur, il est présumé violeur. Donc il faut attendre peut-être l'issue du procès pour en déterminer s'il est violeur ou s'il ne l'est pas. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, j'appelle les Sénégalais, surtout les jeunes, à être conscients. Vous pouvez être derrière un politicien, vous pouvez battre pour lui, mais il faudrait d'abord sauver sa personne avant de sauver une autre personne. Parce que le politicien, il sauve sa peau d'abord, le jeune, le citoyen doit d'abord sauver sa peau. Même si nous devons lutter pour l'intérêt national doit prévaloir, en tout cas à nos yeux, devant toute autre chose, mais il faudrait quand même y aller de manière raisonnable. Donc c'est ce que j'avais à dire. Pour mon dernier mot, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Merci, c'est à nous de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Donc je rappelle, vous êtes Alassane Diallo, juriste en formation. Voilà, ancien secrétaire général du club leadership et développement personnel de l'ENO de Kermassar entre 2018 et 2020. Ancien secrétaire général de l'amicale des élèves et étudiants de Médina Thioub entre 2019 et 2022. Chargé de la communication de l'amicale des étudiants ressortissants du Fouta. Voilà, UVS entre 2020 et 2021. Aussi président du club EJP. Voilà, merci beaucoup. Merci, Alassane Diallo. Merci. Donc, merci aussi, chers internautes de Sunisa TV. C'est ici que nous allons donc arrêter notre émission et nous vous donnons rendez-vous à bientôt. Merci beaucoup.